fais gaffe, câble. On va y arriver. Là, on est bon. Donc voilà, on va vous proposer un Rex de la refonte qu'on a fait de l'application mobile Maïf, qui était initialement en techno-native et on a été sur du Flutter. Donc, on a fait un voyage comme quoi on est venu ici. On s'est bien fait tremper, c'était un petit peu drôle. Un petit jeu de piste pour arriver. Donc moi, je vais me présenter. Moi, je suis lead développeur à la Maïf. Je suis entré à la Maïf en 2011. J'ai fait plein de choses. Et je suis arrivé sur vraiment la partie mobile qu'en 2021. Voilà. Et puis, enchanté, Mickaël. Je suis arrivé sur le projet donc, en octobre de l'année dernière. Je fais du Flutter depuis 4 ans. Et peut-être présenter rapidement la Maïf. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une mutuelle et assurance des instituteurs de France. Et donc, Oula, c'est trop vite, toi. Trop efficace. Donc, la Maïf est une mutuelle depuis 1934 et a une application mobile pour desservir le self-care, contrat, sinistre, etc., la déclaration de sinistre, les assistances qu'on pourrait avoir quand on tombe en panne, des choses comme ça, depuis 2015. Bien sûr, les fonctionnalités sont arrivées au fur et à mesure. Donc, l'histoire a commencé là. On va faire un petit historique, c'est important de comprendre ce qu'il y avait avant et où on a été. Alors, on avait 2 applications. Une application Android. Alors moi, quand je suis arrivé sur le périmètre en 2021, voilà, il y avait une application native en Java, en Kotlin, avec beaucoup de code répété parce que c'était risqué d'essayer de factoriser la moindre chose. On risquait de faire un petit bug, quoi. Une grande complexité, parce que la grande complexité était liée aussi parce qu'on avait un maximum de règles métiers au niveau du front. C'est le front, le métier plus proche du digital, c'est ce qu'il y a de mieux. On évitait de faire les tests, et puis les relectures, il y avait quand même des PR qui étaient faites, mais quand j'ai regardé l'historique des PR, moi, je me souviens, il n'y avait aucune discussion dessus. C'était un petit peu étrange. Et puis, côté application iOS, on avait une application en Objective-C et Swift. Voilà. Et du coup, avec beaucoup moins de techniques que je pense que, de mon regard en tout cas, que l'application Android. Mais par contre, il y avait des petites fonctionnalités, ce que j'appelle des fonctionnalités bonus. Tu vois, typiquement, il y avait une iWatch. C'est bien, mais ça n'avait pas été fait demander par les métiers, ça n'avait pas été designé, etc. C'est les développeurs qui s'étaient un peu fait ça en petit POC, etc. Mais c'était parti en prod, et puis c'est des petites choses comme ça, voilà, on se fait plaisir. Ça va en prod. On avait bien sûr la même problématique des règles métiers qui redescendaient côté métier, parce que le bac ne faisait pas forcément son boulot. Et un peu aussi la problématique de peu ou pas de relecture. Cette problématique-là, il faut bien imaginer qu'à la Maïf, en fait, on avait un développeur interne iOS, un développeur interne Android, puis des prestats qui venaient, voilà, il y avait souvent 2 prestats de chaque côté. Ça favorisait pas forcément les relectures entre eux, ou le challenge, et c'est des équipes assez isolées, en fait. Parce que le reste des technos à la Maïf, la plupart, on a beaucoup de développeurs Java, beaucoup de développeurs COBOL historiques, on a des développeurs React, JavaScript, mais voilà. Eux, ils étaient quand même un petit peu isolés sur leur techno. Et puis, il faut bien sûr admirer notre superbe architecture back qui desservait nos services côté de l'application mobile. Donc, il y avait un petit microservice, enfin, ce qu'ils appelaient un microservice, qui pouvait ressembler à un début de back-end front-end qui était MS Mobile, où dedans, ça gérait plein de choses pour l'application mobile, mais en fait, l'application mobile aussi allait chercher un petit peu partout tout ce qu'elle avait besoin, dans les services, directement dans le socle, un peu partout. Et du coup, il y avait plein de workflows d'authentification, plein d'éléments. Et effectivement, il y avait plein de complexités qui redescendaient sur la partie mobile et qui n'étaient pas traitées par un vrai back-end for front-end. Et du coup, ça, c'était effectivement, moi, quand je suis allé en 2021, un des éléments primordiaux à travailler avant d'essayer d'imaginer une refonte front. Ça ne servait à rien de refondre pour moi les applications front sans faire le ménage de ce côté-là, d'essayer d'urbaniser un peu tous ces éléments. On ne va pas en parler dans cette présentation, mais voilà, on a fait un travail d'urbanisation. On a maintenant, tous nos flux passent par le même back-end. Il n'y a que lui que l'application mobile appelle. Et en fait, on a vraiment tout réurbanisé cette partie-là. Et on parlera un petit peu de back parce qu'il y a un vrai impact. Et notamment, on a choisi de faire du server-driven UI. Ça veut dire que les composants qui vont être desservis, enfin, on ne va plus desservir côté back vraiment des données brutes, du contrat, etc., qu'on pourrait modéliser dans du JSON. On va modéliser plutôt nos écrans qu'on va desservir. Et
par exemple, sur l'écran contrat, on va desservir une liste de cartelettes, etc., avec des informations, ce qui permet d'avoir une forte abstraction et d'essayer de résoudre notre problématique de règles métiers qui descend, clairement. On a quasiment plus de règles métiers, et puis on va voir ça à la suite. On va parler aussi, on reste sur l'historique, donc on avait traité au début le self-care, on voit que c'est un ensemble de choses, mais l'application elle a aussi servi un peu de recherche et développement à la BAIF. On s'est posé des questions sur des leviers de croissance, et donc une des réflexions de nos dirigeants, c'était de se dire on va pouvoir se placer en tiers de confiance, vous allez pouvoir gérer vos données bancaires chez nous, vous allez pouvoir nous fournir des documents en tant que Drive, etc. Voilà. Et du coup, ça a rajouté plein de fonctionnalités à l'application qui n'étaient pas forcément liées au cœur de l'assurantiel Maïf. Surtout qu'on avait un peu au bout d'un moment un contraste où, en effet, la Maïf se plaçait en tiers de confiance, mais donnait du coup ces données à justement ses agrégateurs bancaires et ses drives. Et donc, du coup, en externalisant un peu en tant que tiers de confiance les données au final. Ouais, il faut bien penser qu'en fait, on avait un prestataire qui nous gérait une partie de ça. Et en fait, à partir du moment qu'on envoyait ces données au prestataire, en fait, il faut indiquer sur les stores qu'on envoyait les données à l'extérieur. On a un tiers de confiance, mais on envoie tout chez les autres. Donc, par contre, vous voyez qu'en fait, c'est un millefeuille de fonctionnalités qui ont été créées au fur et à mesure depuis 2015. On est maintenant en 2021, même 2022. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'y a jamais eu de design system de posé. Et on a une sorte de millefeuille dans l'application. On va réinventer chaque bouton chaque fois sur chaque parcours avec un design potentiellement un petit peu différent. Mais c'est là où on a une autre duplication de code énorme. Et surtout, pour l'utilisateur, une expérience un petit peu qui pouvait paraître étrange, en tout cas de mon point de vue. Mais par contre, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en fait, on pouvait indiquer tous ces problèmes-là, mais en fait, l'application, c'était quasiment impensable de la refondre, parce que on avait une note sur les stores de 4,7. On est assureur des instituteurs de France, 4,7 sur 5, c'est bien, on ne va pas faire autre chose. Hein. Enfin, c'est aussi bête que ça. Ça, c'est le premier critère. Il y avait quand même des études de réflexion demandées à des ESN. Et en fait, à chaque fois, le résultat, c'est de dire vous pouvez faire du natif, vous pouvez faire du React natif, vous pouvez faire du Flutter, mais voilà, tout va marcher pour vous. Ouais. Donc, mais en fait, la problématique, c'est qu'il ne fallait pas demander l'étude à faire par d'autres, parce qu'il fallait qu'on fasse l'étude nous-mêmes, parce que nous, on connaissait notre contexte, etc. Et c'était important, ça, de s'y coller. Mais voilà, on n'arrivait pas à déclencher ces éléments-là, en tout cas à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'on a fait toute la partie refonte back, notamment en première partie. Et en fait, voilà, il y a eu un recadrage de la stratégie. Déjà, il faut bien penser que dans notre équipe, il y avait une vraie problématique. On ne comprenait pas, nous-mêmes, où allait la stratégie par rapport à la Maïf, à faire ces expérimentations, etc. Et ça posait beaucoup de questions aux développeurs. Déjà, du coup, avec ce nombre de questions, il y a forcément une application qui est moindre. Donc voilà, les dernières fonctionnalités, le drive, etc., ça a mis énormément de temps à sortir. Il y avait un gros problème de vélocité, ça ne marchait plus, ça n'avançait plus. Et donc, à un moment donné, a été décidé un peu top-down, donc c'était bien, d'arrêter ces fonctionnalités et de se reconcentrer sur notre métier. Et du coup, là, opportunité, on va pouvoir supprimer énormément de fonctionnalités de notre code et épurer ça. Et donc là, forcément, on allait pouvoir reposer la question de se dire est-ce qu'on va faire une refonte ou pas? Et on nous a demandé, du coup, de regarder cette partie-là. Donc, en janvier 2023, on a déclenché ce qu'on a appelé un pilote. En fait, on avait 6 mois pour décommissionner notre brique par rapport à des contraintes contractuelles avec le prestataire qui gérait les données, les documents, des utilisateurs, etc. Et du coup, pendant ces 6 mois où on travaillait pour décommissionner ces briques-là, on avait 6 mois aussi pour réfléchir à ce qu'on voulait faire de l'application derrière. Parce qu'on avait, à part le réglementaire, il n'y avait pas d'autres fonctionnalités qui avaient été traitées. Et donc, on s'est dit, soit on refond en natif, voilà. Après, pourquoi pas, hein, il y avait beaucoup de problématiques qu'on avait identifiées et on allait pouvoir s'améliorer. Soit on bascule sur du React Native. Ce n'était pas forcément déconnant parce qu'en fait, à la Maïf, on a une grosse stack React.
La problématique de React Native, c'est qu'à l'époque, c'était un petit peu en perte de vitesse. Il y avait des articles, notamment côté certains ingénieurs de méta, qui expliquaient que, en gros, ils faisaient des refontes mais sur des technos natifs parce que ça marchait pas bien. Alors, du coup, ça posait quelques petits soucis. Et en tout cas, nos développeurs natifs nous spammaient un petit peu de ces articles-là. Et il y avait la possibilité de Dartflutter. Voilà. Bon, ça, on nous spammait du coup des problématiques de SNCF Connect. Et puis, il y avait une réflexion de dire, oui, il y a aussi Kotlin multiplateforme mobile qui arrive, mais la problématique de Kotlin multiplateforme mobile qui aurait pu être très intéressante, parce qu'en fait, nous, on avait aussi des services back en Kotlin, de l'Android no Kotlin, et se dire, on pouvait peut-être aller partir à fond sur du Kotlin. C'est que c'était encore bien jeune et c'était encore en alpha. Donc, on a décidé de faire un pilote, une vraie expérimentation sur Dartflutter. Alors, voilà. Là, j'ai mis un petit peu cette slide-là, ça imagine un peu l'état d'esprit de nos développeurs natifs, des fois. Et on a eu des présentations, leur idée, la vision de l'hybride, c'est le mal, c'est bête, hein, mais c'est une techno pour toutes les gouverner. Et voilà, l'idée, nous, on veut essayer de poser assez factuellement. Alors forcément, il y a forcément des biais cognitifs, mais on essaie d'être un peu plus rationnel que certains arguments qu'on nous exposait. Et voilà, il fallait réussir à se sortir de cet aspect-là. Et moi, en fait, cette image-là, c'est eux qui m'ont sorti. Hein. Enfin, du coup, moi, j'aime bien. Maintenant, je ressors. Et donc, on est parti en exploration. Et ce qu'on voulait, donc on avait défini un certain nombre de critères de décision pour dire, Dartflutter, c'est bon, on peut y aller, ça va marcher. Une chose qui était importante, c'est que on avait nos deux équipes, Android et iOS, qui se tiraient des fois un petit peu la bourre. Voilà, la bourre. Et puis, il y avait une petite rivalité. Il y avait deux produits réellement, en fait, avec pas la même vélocité, pas la même vitesse, et ça posait aussi des problématiques dans une petite équipe, ça peut poser des problématiques. Donc, voilà, on voulait surtout n'avoir qu'une seule équipe, en tout cas côté développeur, qu'un seul corps de développeurs qui travaille sur la même techno. Voilà. Il n'y a pas de personne qui se spécialise en Kotlin. Voilà. C'était un peu l'idée. Et même, on avait l'idée d'avoir des développeurs même full stack sur cette partie mobile qui aillent travailler aussi côté Kotlin sur le back. Voilà. Les gens, dans l'exploration, ce qui était important aussi, c'était de démontrer qu'on avait une vraie expérience de développement. Nos développeurs natifs, il fallait leur montrer que même s'ils allaient demain faire du Flutter, c'était pas grave et qu'ils allaient retrouver des outils performants pour développer leur application. Parce que si ils sont habitués à leurs outils, si tu touches machin, ça se met à jour, etc. S'il n'y a pas d'autres reloading, des choses comme ça peut être embêtant. Donc voilà, il y avait tous ces éléments-là à prendre en compte, en tout cas dans le pilote. Donc ça, on l'a assez bien démontré aussi. On avait la problématique d'accessibilité. Alors, l'ancienne application Maïf n'avait pas traité sa problématique d'accessibilité. Mais en tout cas, on avait ce dossier-là en cours et il fallait absolument que la techno qu'on allait choisir puisse répondre à tous les critères d'accessibilité. Donc, on puisse faire du Swift Access, que le lecteur d'écran marche bien et tous ces éléments-là. Donc, ça, on avait l'envie d'avoir un langage qui soit facilement compréhensible. Les gens puissent, les autres développeurs de la Maïf, s'ils veulent venir sur l'appli mobile, puissent facilement monter en compétences. Et donc, ça, on s'y a un petit peu collé nous-mêmes, en fait, parce moi, je suis monté en compétences dessus, on a eu un stagiaire qui montait en compétences, on a essayé d'éprouver un petit peu comment on pouvait monter en compétences nous-mêmes sur cette techno. Et puis, dans l'optique d'avoir des full stacks, justement, ça permettait que les développeurs back puissent toucher aussi au Flutter. Donc là, c'est ce qui arrive de plus en plus, notamment dans notre équipe. De plus en plus, c'est plus des personnes qui sont spécialisées d'un côté, mais même les bacs qui sont plus sur du coaching ou sur du React. Ils n'ont pas de problème à aller voir dedans. Et puis, ils lancent le simulateur, ils commencent à faire des modifs, à corriger des bugs et tout. Donc on avait vraiment cette notion-là. Et puis, là, on a noté un peu de disponibilité des développeurs, c'est qu'on a vraiment du mal à avoir des prestataires qui veulent venir travailler en Android ou en Kotlin pour l'application Maïf. Donc voilà, il y avait cette notion aussi. Alors cette notion-là, je ne dirais pas qu'on l'a résolue parce qu'en fait, on a la même problématique en Flutter, c'est difficile d'avoir les ressources en fait. Et en fait, on a commencé l'application, il n'y a que, si je prends en historique d'environnement professionnel, il n'y a que toi, Mika, qui a fait une application. Il y avait Patrice dans notre équipe et puis Océane, mais voilà, vous aviez touché avant, mais pas dans un environnement professionnel.
Hop. Ah, Oh, tu vas vite. Hein. Ah, pardon. Ouais. La maturité du langage, oui, parce qu'en fait, oui, c'est un langage jeune. Nous, on a encore du COBOL chez nous, donc il faut traiter le sujet. Quoi. Enfin, c'est important de savoir si ça va être pérenne ou pas. Non, mais des blagues à part, voilà, on sait que c'est une techno Google. Google aime bien arrêter les technos. Voilà, il y a des inquiétudes dessus et qui sont totalement fondées. Il y avait une problématique de performance. Voilà, on est une entreprise à mission. Il ne faut pas que ça surconsomme. On a cette problématique de RSE en vision. Donc, la seule chose qu'on a regardé, c'est voilà, s'il n'y avait pas trop d'overhead, des choses comme ça, mais on n'a pas été très loin dessus. Et aussi de démystifier un peu certaines choses que disaient nos développeurs natifs, notamment qu'il fallait forcément être sur la dernière version d'iOS pour avoir les meilleures performances en utilisant les green threads et compagnie, les nouvelles trucs, et que si on était sur une techno hybride, on n'allait pas pouvoir utiliser ça. Mais oui, mais si on est sur une techno hybride, on va pouvoir avoir un meilleur rationnel que ce qu'ils proposaient, parce qu'on avait plus de compatibilité sur diverses versions, en tout cas, que ce qu'on avait dans l'application mobile. En tout cas, à l'heure actuelle, on était sur une compatibilité iOS 15 qu'on a descendu derrière. Donc voilà, c'est des arguments, c'est toujours compliqué en tout cas sur le Green IT. Mais voilà, l'idée c'était arrêtons de poser c'est limite du greenwashing de dire qu'il faut monter, avoir notre application en dernière version d'iOS et arrêter de les compatibilités en dessous pour avoir. Mais voilà, il fallait démystifier un peu ça. Il y a l'aspect industrialisation, nos développeurs, ils buildaient leur application sur leur poste, ils les poussaient à la main sur les stores et compagnie. Donc là, il y avait quelque chose à traiter. Et en tout cas, en posant cette nouvelle brique, on voulait vraiment s'assurer qu'on allait pouvoir avoir une CI de bout en bout avec tout ce qui va, etc. Et qui soit maintenable à long terme. Et puis après, 2 autres critères qui étaient primordiaux. Bien sûr, l'exploitation. Il y a des applications, elles crachent à droite à gauche. On est en capacité de voir ce qui se passe, d'identifier les bugs et puis de les résoudre. Et que l'application elle respecte nos critères de sécurité à la Maïf, qui s'inspirent fortement de l'OASP, STG. Voilà, fallait les checker, en tout cas avec cette techno-là. Donc on est parti en exploration pendant 6 mois, on a fait plein de fonctionnalités comme ça à droite à gauche, on a commencé à faire un petit socle. Et puis en juillet 2023, voilà qu'on avait fini notre décommissionnement, ça a été acté. Alors dans les décideurs, ça n'a pas été à l'unanimité. On a eu, effectivement, dans le cercle de décision, il y avait ceux de notre tribu qui faisaient partie de l'équipe cœur. Donc, on avait nos 2 product owners, il y avait moi, il y avait l'architecte UX, etc. Donc, il y avait un petit cercle. Et puis, à côté de ça, il y avait des directeurs, etc. Et effectivement, ça n'a pas été à l'unanimité dans l'équipe. C'est comme ça. Mais en tout cas, on a pu commencer enfin à projeter ce qu'on avait du mal à projeter depuis longtemps, c'est vraiment une cible de là où on voulait aller. Et ça, c'était cool parce que quand on composait notre agrégateur bancaire, on ne voyait pas où on voulait aller, déjà, au niveau stratégique. Et on avait notre dette technique, on avait envie de la refondre, mais on ne pouvait pas y aller. Et là, on avait enfin l'opportunité, après le décommissionnement, de voir où on allait avec un périmètre associé. Du coup, c'est à partir d'octobre 2023 où je suis arrivé, où on a lancé, où la Maïf a lancé la campagne de recrutement. Donc, il y a eu pas mal de monde qui a rejoint au fur et à mesure, notamment pour compenser en partie les départs, et puis justement pour amener en effet des personnes qui touchaient un peu plus depuis longtemps à Flutter. Donc, à partir de là, on a organisé l'application en 2 équipes différentes. Chacune, en fait, avait une responsabilité spécifique sur l'appli. Donc, il y avait la partie relation qui, elle, s'occupait, on va dire, de toutes les tâches qui étaient propres à l'interaction avec l'utilisateur. Donc, ça pouvait être l'espace assistance, ça pouvait être l'espace contact, un peu toutes ces briques-là où on va permettre à l'utilisateur d'interagir avec la Maïf, prise de rendez-vous notamment. Et l'autre partie, la partie gestion. Donc là, c'est vraiment toute la partie administrative qui permet au sociétaire, à l'utilisateur, de pouvoir faire des devis, remplir des contrats, pouvoir supprimer des contrats, résilier, on va dire un peu plus gérer son profil, toute cette partie un peu plus administrative. Et donc, pour chaque équipe, on avait donc un PO, un Product Owner, un Scrum, des testeurs, des designers. On avait aussi des dev back et des dev front. Donc, ça fait tout un petit monde. Et sachant que, par exemple, en tant que dev front, derrière, il y avait
vous n'étiez pas vraiment cantonné à un seul cœur de métier parce que une PR qui est faite d'un côté, elle va être lue par des développeurs front de l'autre équipe, et ainsi de suite. Voilà, Donc, si l'idée c'était qu'on soit à 2 équipes, que voilà, les développeurs vivent ensemble. L'idée c'était vraiment d'avoir un pool de développeurs. Et puis de toute façon, dans la phase de refonte, ce qui est, voilà, en fait, on a traité pas forcément les fonctionnalités associées à l'équipe, c'est quand ça s'est. Oui, et puis il y a vraiment cette démarche qui pour le moment est encore en cours de création, mais d'avoir vraiment des personnes qui vont être spécialisées dans leur domaine, c'est-à-dire, je sais pas moi, l'équipe relation, au fur et à mesure, ils vont être à même de proposer de faire des suggestions pour améliorer l'expérience utilisateur au niveau justement de cette interaction avec la Maïf, par exemple. Et ainsi de suite. Bon, ce qui était important de poser du coup au début, là, alors que la décision a été prise, c'est vraiment nos fondations. Alors les fondations, on avait déjà commencé un petit peu avec le pilote, parce qu'on avait fait des choix en fait, dans le pilote, on avait testé des éléments. Et on a profité pour de bien remettre ces éléments-là à jour. Dans notre architecture applicative, c'est peut-être nos déviances, des fois un peu très back ou des choses comme ça. On est parti à avoir un découpage très très fin sur chaque brique. Voilà, on a des packages qui vont gérer purement l'authentification locale. Enfin, on a vraiment découpé très fin. On a utilisé Melos justement pour ça, pour avoir un monorepo qui va nous permettre de builder notre application et de builder chacun de nos packages associés. Et on a peut-être des fois été trop fin. Des fois, mais on apprend au fur et à mesure. Notamment, chaque package est parti sur une architecture hexagonale. On va pouvoir en montrer juste après. Voilà, donc... c'est très, très... les développeurs back, ils ne sont pas perdus quand ils vont faire du Dart. c'est ça l'avantage. Et du coup, un point qui est important, et moi qui me semblait important, qu'on n'avait pas dans les applications avant, c'était de faire de l'injection de dépendance, notamment pour découpler ces éléments-là. Et voilà. Donc du coup, par rapport à tout ça, on est passé par Riverpod. Donc on voulait un peu associer justement la gestion d'état et l'injection de dépendance. On pouvait partir sur Provider, on pouvait partir sur Block, on pouvait utiliser Block, Getit, et ainsi de suite. Riverpod, c'est ce qui nous paraissait le mieux pour un peu associer tout ça, et sachant qu'en plus, en termes il y a quand même une bonne facilité d'utilisation et permet aussi une bonne arrivée, on va dire, que ce soit quelqu'un qui soit formé sur Provider ou autre, il peut facilement toucher à Riverpod. Et puis c'est flexible par rapport à l'architecture applicative opposée par rapport à d'autres produits comme Block. Block, vous êtes assez contraint. Par contre, effectivement, comme c'est flexible, il faut la poser, votre architecture. D'où cette architecture. Voilà. Donc, et puis, bien sûr, il y avait la partie avec les pages, etc., qu'on n'a pas forcément vu, mais voilà, qui était un peu plus on s'est plus inspiré de la clean architecture, etc., pour aller là-dessus. Dans les briques principales aussi, donc on est passé par GoRouter pour la navigation. Les avantages, c'est sa facilité d'utilisation, le fait qu'il permet un gros contrôle en termes de système de redirection, sur les layouts notamment, puis même sur la gestion des chemins. Voilà. Et dans les fondations aussi, nous avons le design system. Donc, on est passé par un package qui s'appelle Widgetbook. Je crois qu'il a déjà été présenté au cours d'un des Flutterments. Et donc, ce package-là permet de mettre à disposition sur une page web les différents composants qu'on a créés dans Flutter. Donc l'idée, c'est de mettre un miroir des composants qui ont été designés, qui ont été réalisés par les designers et qui ont ensuite été transcrits dans Flutter, donc les mettre à disposition de toute équipe. Donc on a une page GitHub qui tourne, qui est accessible par tout le monde, que ce soit les développeurs back, les développeurs front, les UI, les testeurs. Et donc, dessus, ils vont pouvoir manipuler les composants. Donc là, on peut avoir un exemple d'un de nos composants, la context card, sur lequel on peut voir un état avec un icône. L'état en dessous, ça va être avec une image. Et puis, l'utilisateur va pouvoir, par le biais, l'équipe va pouvoir, par le biais de switch, de composants de formulaire et tout, interagir, afficher la context card sans le tag, par exemple, qui peut être au-dessus, sans le label. Donc, ils vont pouvoir ainsi manipuler le design system, s'y approprier, et puis, du coup, on va pouvoir plus facilement déterminer s'il y a des problèmes sur des composants, parce qu'à tout moment, on va faire une éval sur un composant, ils vont se regarder le widgetbook, vérifier si le composant il correspond à ce qu'ils avaient designé de leur côté. Ils comparent juste, ils ont une page Figma, ils ont leur page, et puis, ils ont cette page-là, et puis,
directement identifier les différences. En plus de ça, ça a permis de construire un design system qui va être plus régulé, de ne pas justement avoir cette problématique de un composant par page, mais vraiment avec des composants génériques. Et donc derrière, on est parti sur du serveur driven UI. Donc nous, on appelle ça du dynamic UI. Voilà, c'est juste un petit nom qu'on a donné. Et donc là, ça va être on va avoir un exemple de page, on va appeler contrat niveau 1. Le back, donc quand on appelle la page, va nous transmettre un JSON avec une structure qui va nous permettre de savoir la liste des composants, comment les composants sont imbriqués entre eux, d'avoir des données sur ces composants-là. Et donc, à partir de là, nous, avec notre bibliothèque de composants qu'on a côté Flutter, on va pouvoir transcrire ça pour créer un arrow de widget. Donc, ça nous a permis pas mal de choses. Déjà, de pouvoir normer parce qu'on a mis pas mal de restrictions sur cet élément-là. En effet, souvent, les UX UI vont nous dire sur cette page-là, ça peut être sympa de mettre des cartes multicolores. Ou là, je voudrais bien un texte en rouge et là, un texte en bleu. Donc, nous, à partir de là, on est revenu vers eux pour leur dire nous, il nous faut des règles parce que ce n'est pas le rôle du back de nous dire quelle va être la taille de la police, quelle va être la couleur. Non, nous, ce qu'on veut, c'est juste du contenu, quel texte à afficher, quel lien vers quelle page, ce genre de choses, quel comportement. Quelle sémantique d'accessibilité à poser aussi qui peut être tirée par le back. Et donc, à partir de là, en régulant tout ça, ça nous a permis justement d'avoir des discussions avec les UI en mode, en fait, telle couleur, on va la mettre à tel endroit parce que derrière, telle carte est dans tel composant et du coup, ça fait sens que ce soit telle couleur. Et tous ces changements-là vont pouvoir se répercuter dans les différents parcours. Et donc, après ça, en effet, ça va permettre de faciliter du coup juste les changements, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin nécessite plus de mise à jour. On est devenu vachement dépendant là-dessus parce qu'à partir du moment où le composant est créé de notre côté et qu'on a l'interpréteur entre Dynamic UI et le front, à ce moment-là, on peut créer un nouveau parcours de main. On a juste à rajouter un bouton avec un lien et derrière, définir ce lien-ci, telle page, elle va avoir tel composant. Et à partir de là, on n'a pas besoin de mise à jour. Et d'autant plus qu'on peut proposer des parcours qui vont être personnalisés en fonction du sociétaire. À tout moment, tel sociétaire, il va avoir tel besoin, on va lui afficher tel écran et non un autre. Donc voilà. Et ce qui est important de voir aussi, c'est que dans l'équipe, du coup, ça a apporté une vraie cohésion parce qu'en fait, côté back, on parle composants, mais ces composants, c'est ce qu'on va retrouver nos widgets, etc. En fait, on parle tous la même langue, en fait. Et c'est ce qu'on retrouve dans Figma. Et donc, les développeurs back communiquent avec les UX UI, ça c'est magnifique, quoi. Ça arrive pas souvent. Et donc on a un monde où en fait, maintenant en fait, ils viennent même, tout le monde parle la même langue et ça intéresse en tout cas ce que fait l'autre. Et ça c'est bien. Quoi. Ça nous permet aussi de mettre en place des systèmes de versionnement, c'est-à-dire qu'en fonction de quelle version de l'application le sociétaire a, on va lui mettre une page qui va être plus ou moins poussée. Imaginons qu'on a fait une mise à jour avec un nouveau composant. Du coup, peut-être que cette mise à jour, l'écran qu'on va transmettre avec ce composant-là, on va dire que ça va être que les sociétaires qui ont mis à jour leur téléphone. Et comme ça, on va pouvoir mettre des fallbacks. C'est facile, ça, niveau back, en fait. On sait quelle version on va recevoir. Et à partir de quelle version, en fait, tel nouveau composant que vous voulez les UX UI, sinon, c'est pas grave, on a un composant fallback pour faire afficher la même information sur les anciennes versions. Parce qu'effectivement, un élément qu'on n'a pas forcément expliqué aussi au début sur l'historique, qu'on a peut-être oublié, c'est qu'on avait des grosses problématiques liées à la compatibilité de nos versions. Et, on avait des endpoint REST avec 17 versions à gérer, c'était compliqué. Donc là, voilà, on a simplifié ça, on a mis des normes là-dessus et ça nous permet de mieux avancer. Et il y avait un dernier avantage à ça, c'est la partie sécurité. Parce que vu que c'est le back qui va contrôler ce que va afficher ou non l'écran, ce qu'on va afficher à l'utilisateur, on peut plus facilement vérifier que le sociétaire s'est bien connecté, qu'il a tel compte à tel endroit, et donc à partir de là, en effet, ne lui transmettre que ce dont il a besoin et pas plus. Dernier point de nos fondations, c'est l'industrialisation. On en avait parlé un petit peu. Voilà, on voulait vraiment une CI, donc on a utilisé les GitHub Actions, qui vont nous permettre de construire, de tester notre application au fur et à mesure qu'on pousse notre code, etc.
Donc, voilà, passer nos tests, exécuter notre analyse, etc. Donc là, on voit nos 15 millions de packages Melos qui s'exécutent en parallèle, qui prennent un temps fou. Et voilà, après, on essaie de régler les problématiques avec du cache, etc. On a de la préventive. Et voilà, on est assez content là-dessus parce qu'on va déployer, en tout cas aussi pour nos testeurs, dans Firebase App Tester. Et donc, on a encore une CI, enfin vraiment une industrialisation commune sur la partie Android et iOS jusque-là. Et bien sûr, arrivé à un moment donné, quand il faut pousser dans les stores, il faut quand même des choses différentes. Mais voilà, on a toute cette partie-là. On a été très loin, en tout cas, sur la partie commune pour avoir le minimum de spécificité liée aux plateformes. Un des éléments... Ah non, c'est trop loin. Non, c'est bon, on est bien. Ouais, non, ce qui est important, voilà. En tout cas, les briques qu'on vous a présentées, c'était vraiment les briques qui nous ont semblé importantes. C'est-à-dire que demain, si j'ai besoin de changer Riverpod, c'est un peu chiant, quoi. Enfin, on a du taf à faire. Toutes les autres, on a utilisé plein d'autres briques, bien sûr, on utilise DIO, des trucs comme ça. Mais en fait, on les a suffisamment abstraits, ou si demain on a besoin de changer, c'est pas très compliqué en fait. C'est pas cher. Mais par contre, effectivement, changer Riverpod, ça va nous avoir un coût énorme. C'est pour ça que c'est vraiment nos fondations. Si demain on refait notre design system autrement, voilà, c'est pareil, c'est nos fondations. On s'est aussi même gardé. Si c'est isolé, ça reste très très structurant. Un élément qu'on n'a pas précisé, mais on s'est gardé quand même une bouée de secours qui est le forçage de version. Directement dès le début, avant tout, on a mis un premier système qui permet en fait, si à tout moment on a besoin de forcer des versions parce qu'il y a une modification majeure, on peut le permettre, et dans ce cas-là, l'application se bloque et renvoie forcément vers Play Store, App Store pour nécessiter une version. C'est aussi un des piliers de l'appli. Parce que l'idée, c'est pas de garder 15 millions de versions en compatibilité aussi. À partir du moment que on n'impacte pas, pour moi, les prérequis Android ou iOS de nos utilisateurs, on peut leur demander quand même de mettre à jour leurs applications de temps en temps, et ça nous permet de nettoyer notre code côté back et pas garder 15 millions de versions. Le naufrage, il a eu lieu en juillet 2024. On a sorti notre application. On va aller assez vite. On a mis notre V11 en place. On a remodifié nos bundle ID pour que ça corresponde à la version actuelle. Et puis ça a bien fonctionné. On avait des inquiétudes, clairement, côté iOS. On nous avait clairement dit que ça allait être compliqué de pousser, mais en fait, on n'a pas eu de soucis. Les reviews se sont bien passées. Il n'y a pas de surprise, quoi. Ça a été c'était décevant, quoi. Décevant. Bon. En fait, les choses à remarquer notamment, c'est surtout que malgré les changements du UX, ça a été quand même assez... ça a été bien perçu par les utilisateurs, par les sociétaires. On a fait quand même des... ils n'étaient pas perdus, surtout. C'était ça le plus important. C'est que il y avait des nouveaux composants, des nouvelles couleurs et tout, mais ils arrivaient à accéder à leur parcours quotidien et tout sans contrainte. Ouais, ça c'est par contre... Ouais. Du coup, en fait, ce qu'on a fait pour faciliter, on va dire, cette transition, c'est on a mis, c'est pareil, l'un des fondements qu'on a mis dans l'application, c'est la WebView, un composant qui nous permettait de facilement retranscrire des pages web sans forcément créer de vrais chocs visuels pour l'utilisateur. Donc, ça redirigeait vers le site web Maïf, mais en cachant l'entête, en cachant le footer. Donc, permettant ainsi une certaine transparence sans vraiment gêner le parcours. Donc, ça nous a permis, comme ça, en ayant ce composant, de mettre énormément de parcours. Donc, les plus principaux, c'est déjà tout le parcours sinistre qui fait partie d'un des piliers de l'application parcours sinistre. Le parcours assistance à la demande. C'est l'activation à la demande des contrats moto et des choses comme ça. Et donc, permettre d'avoir ces parcours qui soient juste des parcours web. Ça nous a permis, dans les avantages, ça nous a permis de nous détacher de cette dette technique qu'il y avait sur tous les appels API, notamment parce que les parcours, il nécessitaient plein d'appels API côté back, et ainsi de suite. Donc, on a d'un coup supprimé toute la dette technique. Ouais, il y avait beaucoup de règles métiers sur ces éléments-là qu'on devait prendre en compte encore sur nos applications natives. Effectivement, ça nous a permis de basculer sur ces éléments. Le principal, c'est qu'on est parti sur un MVP, en fait, mais on ne pouvait pas tout traiter en une année. Du coup, on a sacrifié certains parcours pour retourner, notamment tous les parcours qui avaient le plus de dettes, naturellement. Et puis, justement, on avait cette chose-là de se dire, on va en active parcours par parcours,
Et puis, comme ça nous permettait, même si on n'était pas totalement au point sur un parcours, de pouvoir toujours se dire, au pire, on peut le diffuser en WebView, c'est pas forcément trop gênant. Donc, du coup, comme ça, on est parti sur pilier. Donc, d'abord aider l'assistance. Après ça, on est parti contrat niveau 1, contrat niveau 2. Et puis, la partie accueil. Et à partir de là, on s'est dit, bon, go, on peut se lancer, quoi. En termes de bugs, on en a eu quelques-uns qui ont pu justement avoir un impact côté sociétaire. On a eu un premier qui était la biométrie. Donc, les sociétaires, pour se connecter, ils vont saisir nom d'identifiant, enfin, adresse mail, mot de passe, des fois un CAPTCHA. Et ensuite, on va leur proposer donc de soit associer Touch ID, Face ID, pour justement qu'ils ne soient pas obligés de tout ressaisir, qu'ils puissent directement se connecter. Sauf qu'on avait plusieurs versions, les premières versions où on avait une mauvaise gestion de cache et où en fait chaque fois les sociétaires devaient se reconnecter. Donc quand tu utilises ton application, qu'au bout de 5 minutes, tu es resté inactif ou autre, que tu dois te reconnecter de nouveau saisir identifiant mot de passe, forcément ça crée pas mal de gêne. Parce que les sociétaires ne connaissent pas leur mot de passe Maïf par cœur, c'est un peu gênant. D'autant plus qu'il y a eu un autre point qui est toujours en cours, qui est la compatibilité avec le gestionnaire de mot de passe. Vu qu'on est sur le parcours d'authentification est toujours un parcours en WebView, parce qu'on n'a pas le choix. Et sauf que le gestionnaire de mot de passe s'intègre difficilement avec ce parcours de WebView, qui fait que ça génère toujours les utilisateurs. Là, on a une issue côté flotteur d'ouverte, mais c'est vrai qu'on a hélas peu de... Ça a été bien validé que c'est un bug, etc. Mais en tout cas, je pense que dans 2-3 ans, il y aura le correctif. Donc, il faut qu'on trouve d'autres solutions, quoi. C'est un peu casse-pied. Et puis, avec ça, on avait aussi d'autres anneaux plus faibles, des anneaux d'accessibilité, quelques crashs qui renaient. On avait une grosse crainte initialement côté iOS, en fait, parce que notamment ce côté un peu diabolisation. C'était principalement côté iOS, diabolisation de la techno. Du coup, naturellement, ils nous ont rendu anxieux par rapport à l'atterrissage sur iOS. Flutter, c'est le mal, ça va pas marcher et tout. Mais ça marchera pour Google, si vous voulez. Alors qu'en fait, non. Quand on a testé, les principaux soucis étaient côté Android, donc la grande flotte de devices différentes, et puis nous, de notre côté, notre impossibilité de tout tester, parce que ça fait beaucoup trop de configuration, a fait qu'on a quand même rencontré pas mal d'anneaux. Au fur et à mesure, mais voilà, du coup, l'atterrissage a été plus douloureux côté Android, mais voilà, faut relativiser les choses, hein. Enfin, c'était pas non plus ultra violent comme niveau de bug. Et du coup, il y a un truc qu'on n'avait pas fait et qu'on a dû faire un peu à l'arrache. C'était en étant en mode projet à fond. On produit. Et puis on intègre, on fait nos reviews, on intègre, c'est testé derrière. Allez, c'est la zone boche 2. Et puis là, on atterrit. Et puis en fait, on a livré l'application. On a bien de réfléchir. Mais comment demain on gère nos correctifs? Est-ce qu'il faut qu'on adapte nos façons de développer? Et ça, c'était un truc bête, mais il aurait fallu passer avant que juste à l'arrache derrière. Donc, on faisait du git flow, on intégrait, Après la relecture s'est émergée et en fait, la problématique c'était pas encore testé. Et, on se retrouvait avec un truc, on savait pas exactement ce qui était valable dedans parce que fallait retrouver où était bien testé les tickets Jira et compagnie. Il y avait plusieurs fois où on s'est retrouvé à mettre du code au prod, alors qu'en fait, on voulait pas le mettre. On voulait pas le mettre. Juste derrière sur les correctifs. Donc, on a basculé sur une démarche trunk-based assez rapidement, où là, du coup, l'APR, elle est ouverte. Il faut aussi qu'elle soit resetée et qu'elle soit à jour pour être mergée. Donc, il faut avoir la validation à la fois des développeurs, des testeurs, etc. Et à partir du moment que ça arrive sur le main, c'est éligible en prod. Et si on a un fixe à faire, on l'emmènera avec. C'est pas très grave. Ça a été validé et c'est pas gênant. Et mine de rien, ça a porté ses fruits et on n'a quasiment jamais de notre TNR, très peu, quoi. Par des soucis d'environnement. Et puis on s'est interrogé aussi sur l'organisation entre équipes. On était encore en train de dire là, il faut aller avancer vite sur les nouvelles fonctionnalités. Mais non, il faut se poser la question aussi comment on gère la prod. On gère la prod de l'ancienne app, mais bon, quasiment plus parce que elle vivotait, quoi. Il y avait quelques petites nouvelles fonctionnalités réglementaires, mais voilà, on regardait, puis après c'était parti. Du coup,
Voilà, on a basculé sur une démarche un peu SRE. Là, on est vraiment encore en cours de bascule. On a défini des indicateurs de qualité. Et puis, l'indicateur de qualité qu'on a trouvé très bien, c'est celui de Crashlytics qui vous indique globalement si votre utilisateur il a eu des crashs ou pas dans sa navigation. Donc, on a utilisé cet indicateur-là. Alors, c'est pas vraiment des crashs, parce que nous, dès qu'il y a une erreur, on l'envoie là-dedans. Et du coup, ça permet en tout cas d'identifier si mon utilisateur il a eu un parcours sans erreur ou pas. Et en fait, c'est très parlant pour nos product owners. Et puis, à partir de cet indicateur-là, voilà, si globalement il est en dessous de 99,8%, le prochain sprint, on priorise les anomalies. Et puis sinon, on fait d'abord le métier et puis on fera les anomalies un petit peu après. C'est un peu réorganisé comme ça. Dans les anneaux qu'on liste, on peut tout aussi bien avoir des anneaux vraiment côté Flutter que des erreurs 500 ou des erreurs 400 qu'on récupère du back. Et donc, on va quand même les comptabiliser là-dedans. Ça nous permet d'avoir vraiment un score qui va être global à l'application et pas juste spécifique côté front ou côté back. Ouais, ce que je trouve important, c'était vraiment d'avoir un indicateur commun pour l'équipe. Parce que voilà, c'est pas parce que, ça reste un produit global et c'est à la fois, si mon back il plante, c'est aussi les utilisateurs qui en pâtissent. Donc voilà. Le bilan qu'on pourrait en faire, moi j'ai remis la note globalement, effectivement on a baissé 4,6 sur 5, mais on n'a pas fait de campagne de remontage de notes. En fait, on a une bonne note aussi à la Maïf parce qu'on est assez malin. À la fin d'un parcours attestation qui s'est bien passé, tu as récupéré ton attestation, etc. On va te dire, tiens, donne-moi un avis. Ça s'est bien passé. Ça, on le détecte, on sait le faire. Et c'est en tout cas ça, ces éléments-là, on n'a pas du tout redéclenché. Donc on est resté vraiment à subir un petit peu quelques petites baisses de notes, mais ça n'a pas été violent non plus. Donc voilà, il faut relativiser. On n'a pas fait de campagne, en tout cas pour l'instant, pour remonter la note. Et je pense que si on va remettre ces campagnes-là en route, on devrait pouvoir remonter à la note initiale. Si on regarde, moi, ce que je trouve vraiment le plus important en bilan, c'est vraiment l'équipe qui est apaisée, moi, je trouve. On a vraiment plus de tension. Je sais pas, ça nous en parler. On travaille sereinement maintenant et tout le monde travaille et il n'y a pas de spécialisation et de choses un peu plus opaques. De concurrence, il n'y a pas de concurrence et ça, c'est quand même très, très agréable au quotidien. Et il y a une vraie dynamique sur la partie développeur. Et cette dynamique, on aurait pu très bien aussi l'avoir sur les autres technos. Hein. Voilà, c'est pas parce qu'on a choisi Dartflutter qu'on l'a eu, mais en tout cas, ça nous a permis d'avoir ça, le fait d'avoir une seule base de code, ces éléments-là. Il y a aussi le fait de pouvoir justement mettre en place des fonctionnalités plus rapidement parce qu'on n'est pas cantonné à une équipe, un dev Android et un dev iOS. Ça permet aussi une plus grande satisfaction aussi au niveau des équipes, je pense, par rapport au fait que ça avance plus vite. Donc du coup, toute l'équipe voit que ça avance en fait. Il y a une vraie perception du changement. Bon, après, ça reste à relativiser. Il ne faut pas parce qu'on fait du Dartflutter qu'on va aller 2 fois plus vite. C'est que le techno natif. Mais en tout, là, je pense qu'on va plus vite parce que aussi on a une base de code propre, elle est récente, etc. Il y a aussi ces notions-là, clairement. Mais oui. Naturellement, si on regarde factuellement, on n'a pas besoin de 2 développeurs pour faire la même chose. Donc, il y a forcément un gain. En termes de code aussi, un peu tout ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire que là, maintenant, on est sur une archi claire, on n'est plus sur le millefeuille ou les plaques de spaghetti de tout début. Et donc, ça nous permet aussi d'y voir plus clair que quand on veut débugger, c'est beaucoup plus facile, en fait. Il y a toute la complexité. Ça, on a pu poser. Et puis, on voit la facilité d'apprentissage, on la voit bien, parce qu'on a naturellement des développeurs back qui viennent maintenant faire des fonctionnalités et qui ont un peu de temps, ils vont aller voir le code et puis ils vont pouvoir même proposer des PR, des résolutions, etc. Donc là, on a déjà 2 qui s'y sont mis. Puis ça, c'est cool parce qu'on avait un peu cette envie-là. C'était peut-être un peu fou des fois de se dire je ne suis pas cantonné à ça, je peux aller là en fait. Mais des fois dans la vision de certains c'était de dire non, c'est pas possible. Mais c'est bien d'avoir l'esprit ouvert et c'est cool, je trouve que ça permet de se challenger entre eux à un niveau au-dessus quoi. En termes de sécurité aussi, on a eu un audit de sécurité il n'y a pas longtemps et il n'y a rien qui a été retourné. Le seul élément qui a été retourné, c'est justement cette connexion en WebView, mais en fait ça vient pas de nous pour le coup. Donc c'est des éléments sur notre page de connexion qui font partie du Maïf Connect et qu'on a remonté. Et du coup, là, on va avoir un bug bounty, on va peut-être avoir plus de matière à traiter, mais en tout cas,
nos auditeurs étaient très très sereins là-dessus. Et ça, c'est cool parce que c'était un vrai point, une vraie problématique là-dessus de sécurité qu'il fallait traiter et une vraie peur, en tout cas, de la part des fois de nos décideurs, de dire voilà, c'est une techno au-dessus, on rajoute autant de failles que ça, on va utiliser potentiellement des packages à côté, ça va introduire autant de failles, etc. Bon, Une des peurs qu'on avait aussi sur ce passage à Flutter, c'était de tomber sur des incapacités techniques, qu'on ait vraiment des points de blocage et que là, on puisse rien faire parce que soit la techno l'empêche ou parce que il n'y a pas forcément la compétence. Et ça, on a été épargné parce que tout ce qu'on a voulu faire, on a pu le faire. Ouais. Même là, la problématique de gestionnaire de mot de passe est en train de le contourner. Bon, ce qui est dommage, c'est un peu... On voit que la techno n'est pas entièrement mature, parce quand même, on va déclarer souvent des issues, des choses comme ça, aller voir forcément des trucs, et des fois, des trucs qui nous paraissent assez basiques, quoi. Enfin, moi, j'en produis ma WebView, à chaque fois, je fais le truc, et que je suis dans le mode space, il marche pas. Et oui, il me dit, ouais, c'est vraiment ça. Mais après, voilà, effectivement, on arrive à passer outre et à avancer quand même. Et puis, ce qui est bien à avoir aussi en bilan, c'est on avait des délais restreints, mine de rien. En fait, on a commencé vraiment de commencer nos sprints, en tout cas pour développer en octobre 2023. Et on a réussi à livrer l'app en juillet 2024 avec toute la refonte de tous nos parcours, à part quelques-uns qu'on a basculé en WebView. Et en plus, avec la problématique que nos développeurs natifs, à part une qui était interne, qui a basculé sur la partie Flutter et qu'on n'a pas voulu qu'elle revienne du côté Android, mais du coup, tous les autres sont partis et en fait, il n'y a plus personne pour maintenir l'application. Donc, il fallait aussi maintenir l'ancienne application et avoir de traiter la refonte avec ça qu'on n'avait pas forcément voulu. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qui arrive prochainement? Il y a l'audit d'accessibilité qui va bientôt arriver. Donc, évidemment, on n'atteindra pas les 100%, mais on les vise. On a de moins en moins de tickets. Océane peut confirmer d'accessibilité. Voilà, on commence à en voir le pouls, même s'il y en a encore énormément. En termes d'automatisation de tests, on a fait sur la partie front énormément de tests unitaires, de tests d'intégration pour justement garantir les tests, quoi. Mais par contre, en termes de tests fonctionnels, ça, on a une équipe de testeurs qui, pour le moment, fait un travail pénible de vérifier des parcours, de faire des tests de non-régression à la main. Donc, on fait un travail, il y a un travail de recherche qui est fait pour justement permettre d'automatiser ces tests. Ouais, c'est un peu un des regrets de la refonte, c'était on n'a pas réussi à avancer ce sujet-là, quoi. Enfin, on aurait voulu que quand on fasse la refonte, en fait, on arrive que les testeurs ils fassent l'automatisation de leurs tests au fur et à mesure, mais ça, c'est pas fait. Donc là, il faut qu'on traite. À côté de ça, du coup, il y a de plus en plus de vélocité. Il y a une des refontes dont on n'a pas parlé, c'est aussi sur la gestion de projet, où les Scrum, ils ont aussi un peu changé toute la façon de gérer. Et donc, de plus en plus, on arrive à mieux s'organiser sur les tâches, sur les rôles, et ainsi de suite. Donc, on s'améliore sur cette partie-là. Il y a de moins en moins de parcours en WebView. Bientôt, il y aura juste le strict nécessaire. Et puis voilà, il fait qu'on gère aussi énormément de choses qu'on avait appris par le bac. En fait, on avait des fonctionnalités avant, des fois qui étaient très coûteuses. Rajouter un contrat, c'est tout bête, hein, c'était une fonctionnalité dans l'application, l'ancienne application, rajouter le contrat vélo. En fait, ça avait été très coûteux dans l'ancienne application. Là maintenant, en fait, c'est juste des impacts isolés côté bac, tout se met au jour sur toutes les versions qu'on peut avoir en compatibilité, et puis c'est parti, quoi. On a gagné en vélocité vraiment sur tout le parcours. Voilà, on a fait vraiment une refonte UX UI, vraiment notre architecture et aussi front en même temps, et on a réussi à la traiter, on est content là-dessus. Et puis là, maintenant qu'on en voit le bout en quelque sorte de cette conversion entre la partie native et l'hybride, on va pouvoir recommencer à aborder des sujets de R&D. Donc là, il y a quand même pas mal de réflexions qui sont faites, que ce soit sur des discussions de wallet, par exemple, des discussions sur les, je ne sais plus comment ça s'appelle, les touches d'interaction de l'app, les widgets, et ainsi de suite. Merci à tous. Merci de votre écoute. Oui, par rapport à votre problématique sur l'authentification, est-ce que vous êtes intéressé au passkey? Non. Répète la question.
Ouais, par rapport à nos problématiques d'authentification, est-ce qu'on s'est intéressé au passkey? Je dirais non, en fait. La problématique qu'on a, nous, en tout cas au niveau de l'authentification, de rester sur. Actuellement, on fait de l'OAuth2 avec une autorisation de code flow, et avec un challenge PKCE pour ne pas avoir de clés stockées, de secrets stockés en tout cas sur le mobile. Et c'est la seule chose actuellement qu'on a de possible avec notre brique, Maïf Connect, qui est une brique d'une autre équipe. Donc là, il faut qu'on arrive à travailler avec cette équipe pour aller vers d'autres façons de s'authentifier. Et ça arrivera, mais pour l'instant, non, c'était pas en tout cas c'était pas prévu dans la refonte. Mais oui, c'est des choses sur lesquelles il faut absolument qu'on réfléchisse. Il y avait la personne là tout au fond. Merci pour le reste, super cool. J'ai une question très intéressante, je pense que c'était super intéressant que vous avez dit sur les retours dès la mise en prod. C'est sur le parcours, vous avez parlé du coup que vos sociétaires ont réussi à garder, à se retrouver en parcours. Donc vous avez, j'imagine, inclus une grosse partie d'analytics sur votre application pour aller récupérer ce process-là. Comment est-ce que vous avez pu reconnaître cette partie-là de la part sociétaire, savoir qu'ils arrivent bien à trouver, en tout cas rapidement, leur chemin? C'était surtout en termes d'avis qu'on a reçus. Ah oui, pardon. Comment on a pu savoir que les sociétaires, ils arrivaient bien, ils ont pu être à l'aise avec le nouveau parcours, en quelque sorte. Donc, bien accéder à ce qu'ils voulaient. Je crois qu'il y a eu déjà, en effet, il y a eu des avis sur Play Store, sur App Store, quelques-uns qui nous ont permis. Et il y a aussi eu toute une campagne de test avec des vraies personnes pour leur mettre l'application. Ça, je crois qu'il y avait avec. Après, il y a aussi des insatisfaits sur la refonte UI. On a eu un commentaire qui disait qu'il fallait virer le lead UI. Et ça, à la limite, c'est. Voilà. Et puis, il y en a un autre qui nous a dit que l'UI, c'était une UX soviétique qu'on avait. Bon, c'est un choix. Mais voilà. Mais en tout cas, dans la majorité des gens qui se sont exprimés, c'était positif. Et on n'a pas forcément été trop cherché non plus. Donc, en général, c'est les insatisfaits qui se prononce. Je peux juste développer en disant qu'en parallèle de ça, on utilise Batch et Piano Analytics pour justement permettre d'avoir énormément de stats sur. Donc, ça va plutôt être derrière pour définir un peu les indicateurs annuels, savoir est-ce qu'on a bien rempli les objectifs, est-ce que tel nombre de sociétaires ont accédé à leur contrat, et ainsi de suite. Oui. Merci pour Alex. Il y a une question par rapport à, vous avez dit que vous aviez X package, je ne sais plus, dans votre monorepo. Comment vous avez réussi si vous avez réussi, à maintenir une cohérence d'architecture et de maintenance en fait de ces différents packages? Ça arrive toujours en toute application, de moins travailler sur une partie, mais plus que d'autres, et du coup on fait des choix sur une partie et ça n'a pas d'impact. Après, la question, c'est de savoir, avec cette multitude de packages, comment on arrive à garder une cohérence de fonctionnalité et juste d'interaction entre ces différents packages. D'architecture. D'abstraction assez claire. Après, du coup, déjà quelque chose qui est pas bon chez nous, c'est qu'on parle à la fois de package, de plugin. Maintenant, en fait, tout est un peu mixé. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on voie. En fait, on n'a pas de volonté à différencier les deux. Nous, ça nous intéresse pas. En fait, c'est plus des notions. C'est Dart qui parle de ça. On va pas. Et après, comment on a posé notre architecture, on a repris un peu systématiquement la même façon de construire notre application, mais après, sur la maintenance à long terme de tous ces packages-là, en fait, si tu veux monter de version, je sais pas, les dépenses, etc., tout est tiré au niveau Melos, en fait. Alors, au début, Melos, c'était la bonne blague, en fait. C'est un truc que j'aimais pas, c'est que j'avais fait une rustine pour pouvoir avoir les mêmes versions cohérentes dans tous les packages. Moi, c'est un truc, je comprenais pas que ça n'existait pas au début. Enfin, ils avaient voulu faire un truc, mais ils n'avaient pas mis ça, quoi. Puis, finalement, ils l'ont rajouté dans les versions après, donc j'ai pu retirer ma rustine. Et à un moment donné, je me posais vraiment la question de le shooter, parce que je ne comprenais pas, quoi. C'était la fonctionnalité de base que je voulais et qui n'était pas là, quoi. Mais en tout cas, donc on a les versions de différentes dépenses qui sont totalement cohérentes, la structure qui est cohérente derrière. Donc après, je ne sais pas ce qu'on peut apporter plus en termes de maintenance, je ne sais pas ce que tu entends là-dessus, en fait. C'était sur, notamment, vous parliez de singularité entre les packages. Donc si un jour on a envie de modifier ou carrément changer l'architecture, est-ce que
on peut rebrancher bien un autre package Oui. similaire. En fait, justement, on a cette architecture hexagonale sur chaque package qui fait que les points d'entrée, on va dire, quand on va appeler le package, vont être tout le temps les mêmes. Mais par contre, ce qu'il y a derrière, après, c'est en fonction de bon vouloir. Si jamais on met un appel, justement, là, on a un package MyFmap. Si maintenant on veut demain changer la carte, que ce soit plus Google Maps mais OpenStreetMap par exemple, en fait on va toujours appeler la méthode locate, on va toujours appeler la méthode getMap, mais derrière, en fait, ce qu'il y a derrière, c'est juste une interface et on aura changé le code derrière cette interface. Oui. Plus un commentaire qu'une question par rapport à la baisse de la note. Pour avoir fait plusieurs refontes d'applications, c'est totalement normal et c'est pas forcément une question de qualité. Les gens n'aiment pas le changement. De façon générale, à chaque fois qu'on a mis des analytics dessus, en fait, finalement, les gens, en fait, c'était pas tant les bugs, c'était pas tant les différentes fonctionnalités ou quoi, c'est juste le fait qu'on avait changé l'application, qu'ils avaient mis du temps à apprendre à comprendre et que les changements de paradigme, les changements visuels, en fait, les perdent et du coup, par défaut, ils vont avoir tendance à mettre de mauvaises notes. Parce qu'ils sont français aussi. Ça peut jouer, mais. Oui, puis après, ce KPI-là, moi je le relative vachement parce qu'en fait, moi je préfère avoir mon KPI là, de SRE, là, machin chouette, savoir ceux qui ont des impacts, comme ça, vraiment ceux qui sont embêtés par leur parcours, que cette note-là, au final, parce que cette note-là, elle représente aussi toute la qualité qu'on va avoir sur nos services Maïf. En fait, c'est pas parce qu'on a 4,7 en fait, tout à l'heure, on montrait ça sur les anciennes applications, que les anciennes applications étaient bien. C'est faux, parce qu'en fait, si vous regardez la plupart des commentaires, en fait, ils se félicitaient plus, on m'a bien remboursé lors de mon sinistre, etc. Voilà, plein de choses positives à la Maïf. D'ailleurs, si vous voulez ce de contrat après, on peut regarder. Non, mais c'est vrai qu'il y a assez souvent des commentaires sur Play Store ou App Store où en fait, j'ai eu une mauvaise interaction avec un ou Didier était super. Donc du coup, il y a ça. Et après, il y a énormément, en fait, il y a eu très peu d'avis qui concernaient l'interface. On a eu quelques avis positifs, très peu d'avis négatifs. Là, en fait, la note chez ABC, c'est surtout par rapport à cette partie authentification où ça gênait énormément d'utilisateurs. Parce que, oui, pendant quelques versions, en effet, il y a eu pas mal d'utilisateurs, tous les utilisateurs devaient, si ils étaient sur le parcours plus de 5 minutes, devoir se réauthentifier. Et ça, par contre, ça a généré, c'est là où il y a eu ces baisses de notes. C'est surtout sur les bugs et pas vraiment sur cette interface. C'est pour ça aussi qu'on peut justement dire que le changement a été bien vécu, c'est parce que justement, il y a eu très peu. On s'attendait à avoir des retours négatifs et au final, on était surpris du peu de retours négatifs qu'il y a eu. On était même prêt à avoir des retours négatifs sur la techno, en fait, parce qu'on avait fait des Rex avec d'autres compagnies. Hein. Enfin, il y avait SNCF qui était venu à côté Maïf, hein, et puis avec Boursorama, on avait vu le Massif. Et il nous avait dit aussi, il y a des gens qui vont venir parce que c'est de l'hybride, c'est des machins. Mais en fait, ça, on n'en a pas vu. Ouais, il y a rien dessus. C'est pas On va avoir l'œil pour différencier. Quoi ? Il faut quand même avoir l'œil pour différencier. Oui, je pense qu'il faut y avoir l'œil, mais après ça peut s'ébruiter, il peut y avoir des tensions dans les trucs, puis je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, il y a eu ce type d'avis sur d'autres applis que nous, on n'a pas eu. Quoi ? Le SNCF Connect, ils ont fait beaucoup de promotions sur le fait qu'ils oui, sur la techno. leur flotteur, et du coup, comme l'appli a eu beaucoup de couacs au démarrage, ça a déclenché ces éléments-là. En retour de flamme. Ouais. Oui, alors que nous, on a fait zéro communication sur. Aussi, du coup. S'il n'y a pas eu de retour spécifique sur ce filter, c'est-à-dire que c'est plus transparent pour les utilisateurs. Oui. Moi aussi, je pense. Ah oui, parce qu'après, en vrai, ils ne vont pas forcément chercher dans le détail. Flutter, peut-être qu'ils peuvent le remarquer en fonction de quand ils essayent de scroller et telle animation et tout, mais honnêtement. Ce qui a été clairement remarqué en expérience utilisateur, c'est nos WebViews sur les activations à la demande. Ça, c'est clair. Nos utilisateurs l'ont remarqué et l'ont dit. Alors, même si on les avait travaillés, ils ont vu la différence quand on bascule du parcours qui est fait en Dart Flutter et quand on bascule sur du web. Oui. Pour les difficultés que vous avez rencontrées, est-ce que vous pensez que si vous aviez utilisé une autre techno, qu'elle soit hybride ou native, vous ne les auriez pas rencontrées ou ça aurait été plus facile? Je pense à des plugins, par exemple. La question, c'est est-ce qu'on pense qu'on aurait rencontré, en fonction justement par rapport aux difficultés qu'on a rencontrées, est-ce qu'on aurait rencontré moins de difficultés avec d'autres technologies?
En fait, moi, je vais répondre très simplement, je dirais non, en fait. Je pense qu'on avait plein d'autres problèmes à la Maïf que pure la techno. On a profité de la refonte et du coup, en fait, la refonte, on a dû choisir une techno. Et c'est ça qui nous paraissait la mieux par rapport à notre contexte. Mais je pense qu'on aurait pris une autre techno, on y serait arrivé aussi, en fait. Et, et voilà, je ne pourrais pas dire si ça aurait marché ou pas, mais je pense que nos problèmes, ils étaient aussi énormément ailleurs et que se dire que ça aurait été de la faute de la techno ou machin chouette, je pense que ce serait clairement leurrer nous-mêmes, en fait. Mais après, la techno est très bien. Enfin, nous, on l'a éprouvé, on est content. Enfin, mais on aurait pu faire très bien avec aussi notre techno, quoi. Ce qu'il faut mettre dans le contexte aussi, c'est qu'on n'est pas non plus sur une application qui nécessite une très grande technicité, un très grand rapport avec le mobile en question. Il n'y a pas d'énormes rapports au niveau natif. On ne va pas être sur, je sais pas moi, une carte, on ne va pas être sur Google Maps, on ne va pas être sur d'autres technos comme ça. Là, c'est vraiment plutôt juste des interactions contrat-utilisateurs, sociétaires et tout. Donc, en soi, je pense qu'on serait parti sur du React Native et tout. Enfin, c'est juste en termes d'archi. Si on est parti sur une bonne archi, ça nous permettait de tout faire. Je pense que, enfin, voilà, c'est. Après, ouais, si demain, peut-être que demain on rencontrera des soucis si on essaye d'avoir, je sais pas moi, plus d'interaction avec le mobile, peut-être qu'on rencontrera. Mais c'est pas, Après, il faut c'est pas trouver aussi prévu. les cas d'usage. Hein. Enfin, tu parlais des cas d'usage du wallet. Là, on est en train de changer, mais wallet. Parce qu'effectivement, des assurances santé en fond, mais c'est intéressant de le présenter sur ta pharmacie. Mais moi, le wallet, pour l'instant, on a du mal, en tout cas, nous, en tant que technicien, à voir le cas d'usage. Mais on va montrer que c'est faisable. Mais voilà, faut avoir les cas d'usage, quoi. Un élément qu'on n'a pas parlé dans le bilan, c'est aussi un peu quand même, on a quelques inquiétudes par rapport à Flutter. En fait, déjà, il y a de l'insatisfaction sur, comme on a dit, on a quelques anneaux d'accessibilité, il y a cet anneau de gestion des mots de passe où on a mis des avis à Flutter du coup, pour qu'il règle ça. Je pense que tout le monde le sait qu'il y a peu d'interactions, il y a quelques PR qui sont proposés, enfin même il y a de nombreuses PR qui sont proposées côté Flutter, mais très peu qui sont validées. Il y a Flutter qui va des fois voir les issues et faire oui, on est au courant, mais sans action derrière. Donc en même temps, il y a quand même quelques inquiétudes. Ça ne nous empêche pas d'avancer. Ça ne nous empêche pas d'avancer, mais c'est vrai que c'est la visibilité qu'on a actuellement fournie par Google. Je pense que là, il ne faut pas se leurrer. Enfin, c'est pareil, tu prends la V4, je pense que ça sera toujours l'année prochaine, la V4, je pense. Ouais, voilà. Il y a encore les sujets d'actualité, donc bon, on attend de voir ce que ça va donner. Et puis, évidemment, si d'un coup, il y a des meilleurs fixes qui sont proposés, on verra à ce moment-là, quoi. Mais voilà.